Donc, on reprend effectivement la qualité de l'écoute qui est essentielle par rapport à la possibilité de recevoir la Torah. N'est-ce pas? On avait développé cela. Le Rav dit dans Mamara Arié Ezra. והרי מצאנו לרבי אליעזר הגדול, שלא אמר דבר שלא תמה et puis Rabo, mais Olam. Pas? On a cet enseignement qui est bien connu, que Rabbi Eliezer n'a jamais dit un mot qu'il n'a pas entendu de son Rav. De manière générale, tout élève fidèle à son maître aurait tendance à dire a priori qu'il n'a jamais rien dit d'autre que ce qu'il a entendu de son maître. Seulement, C'est ça grave, me parce pose que un là, je suis problème. désolé de vous interrompre, hein, mais je crois qu'on l'avait déjà fait. Hein. On l'avait déjà fait? Ah J'ai non, un souvenir qu'on l'a non, déjà fait, genre. non, non, c'est Méoulé, c'est dit qu'on l'a déjà fait. Encore une fois, ça nous permet de toute façon, je vais revenir alors juste oralement Ah, sur ce pardon. point, que très bien, mais souviens, ça veut dire que dans ce cas-là, on doit bien retenir, ce qu'on doit retenir de tout cela, en fait, c'est que la qualité d'écoute, c'est pas que tu vas reproduire uniquement, entre guillemets, paraphraser, plagier, ce que, c'est même pas plagier parce que ce serait une connotation négative, en tout cas, tu vas pas faire que paraphraser ce qu'a dit ton maître. Mhm. En fait, tu as saisi la manière de lire. C'est ça, en fait. Comme disait Manitou, si le Gaon de Vilna vivait à notre époque, il aurait dit le Hallel à Yom Ha'atzmaut. Mhm. Parce que c'est exactement cette problématique-là. Et ce n'est pas une question technique, c'est une question, encore une fois, essentielle. D'accord? C'est ce qu'il faut entendre, c'est ce qu'il faut bien comprendre. On n'est pas, justement, puisque la Torah est absolue et est éternelle, donc elle ne s'inscrit pas dans un temps figé, mais elle est en perpétuelle dynamique et renouvellement. Ce qui fait que d'un côté, Rabbi Akiva est le représentatif de la Torah de Moshe et que pourtant, Moshe Rabbeinu ne reconnaît pas la Torah de Rabbi Akiva. D'accord? Parce que justement, elle est fidèle à la Torah de Moshe tout en convenant à la génération suivante. Ouais. Une des grandes difficultés que tu peux voir dans beaucoup de communautés, c'est le fait que quand un rave décède, on a du mal à trouver quelqu'un d'autre. Il y a une sorte d'attente comme ça qu'on voudrait bien, retrouver dans le rave qui va succéder au rave en question, retrouver la même personne. Et ce n'est pas possible. Avec tout le respect, bien évidemment, que nous avons pour le Rav Kook et notamment pour son fils, le Rav Yehuda. Mais le Rav Yehuda, il est évidemment fidèle de manière exceptionnelle à l'égard de son père et à l'égard de la Torah de son père. C'est indubitable. Mais le Rav Zvi Yehuda n'est pas le Rav Kook. Et le Rav Kook n'est pas le Rav Zvi Yehuda. Et le Rav Tao n'est pas le Rav Zvi Yehuda. Mhm. Et ce n'est pas là pour nous frustrer ou nous laisser entendre que ce n'est pas une Torah fidèle à son maître. Certainement pas. D'accord? Maintenant, dans Enaya, Davar Acher, Asket Veshma Israël. Donc, le silence, tais-toi pour écouter. En fait, c'est toute la problématique que j'ai souvent développée, cette idée de capacité d'écoute, qui n'est pas une capacité passive à recevoir, mais une écoute, comme on pourrait dire en français, une écoute attentive. D'accord? Ok. C'est ça. Mhm. C'est une écoute active. Asket Veshma Israël. As, ואחר כך כתת כדרבה, ואמר רבה, לעולם ילמד אדם תורה, ואחר כך יהגה. En fait, il est très important de bien manger avant de parler. Mhm. Quand je dis bien manger, je n'ai pas parlé de nourriture, tu as compris. Mhm. Mhm. Bon, mais c'est ça. Parce qu'on a trop vite fait, malheureusement, et c'est ce qui parfois, vraiment, je te dis humblement, mais malheureusement, c'est comme ça, c'est ce qui m'exaspère au plus haut point. C'est-à-dire D'accord. qu'aujourd'hui, on est aussi dans une génération où on aime bien faire un cours où chacun exprime un avis. Et je suis navré de laisser de laisser, comment dirais-je, sorte de perception fasciste, mais j'estime qu'il est d'abord de notre devoir d'étudier Ah bon. avant de pouvoir aborder, de dire à mon avis, je pense que. Non, tais-toi, Tu vas parler sans savoir. c'est ça. Donc d'abord, on étudie. D'abord, tu te tais, tu écoutes.
Tu développes cette écoute attentive à l'égard de la Torah qui t'est donnée. Ça ne veut pas dire encore une fois que tu es passif, que tu es totalement réceptif à cette Torah sans interroger. Mais la démarche est de vouloir entendre, de vouloir savoir écouter, percevoir la fidélité, l'authenticité de cette Torah. Et à partir de ce moment-là, alors il y a deux sens. Il y a Yégué, évidemment, discuter, approfondir, et puis il y a aussi ce qui va sortir de ta bouche, l'oxygène, on va dire. D'abord, tu intègres l'oxygène, après tu sors le CO2. Alors, c'est exactement ça. Ah, Iyunim, Bechol Davar, צריכים להיות נולדים לא רק מתוצאות ההשקפה השכלית, בדבר הפרטי לבדו, שבו הוא נושא ונוטה. Je reprends. L'étude en profondeur en fait, de ce qui va sortir de ton étude, puisque c'est Ayoun, et on dit Kodesh Etzreliot Noladim. C'est-à-dire qu'en fait, de ton étude va justement sortir cet oxygène, sortir cela. Ça ne peut pas provenir, nous dit le Rav, uniquement du résultat d'une conception que tu t'es forgée d'un point de vue individuel. Je vais le dire autrement. Bon, surtout dans la halakha, ça paraît plus simple. Tu ne peux pas émettre une conclusion qui va s'appliquer à l'ensemble du peuple, à l'ensemble de la communauté, parce que tu es arrivé à telle conclusion à titre personnel. Tu portes en toi à la fois ta propre identité, ta propre personnalité, mais tu prends aussi en considération que la Torah que tu t'efforces de transmettre ou nosé venoten, d'élever et de donner, elle s'inscrit au profit du klal Israël. Et le klal Israël, ça veut dire que tu ne négliges personne. Difficile de faire une loi pour tout le monde. Tu ne veux pas faire plaisir à tout le monde, mais tu ne veux pas ignorer la justesse, si je vais traduire comme cela, tu ne veux pas ignorer la justesse de ce que vont prôner certains de nos amis dits Charedim face à ceux qui sont écartés de la Torah, dans la mesure où ils ont un vrai engouement, ce n'est pas toujours le cas, ni d'un côté ni de l'autre, mais dans le cas où ils ont un vrai engouement à l'égard du peuple, à l'égard de sa Torah. D'accord. C'est-à-dire que dans cette réalité-là, le problème, c'est qu'effectivement, l'un comme l'autre, et peut-être parfois un certain nombre de juifs dits avec une kippa tricotée, pourraient se dire, en fait, je ne suis pas en train d'étudier la Torah, je suis en train de prôner une idéologie. Il n'y a rien de plus dangereux que cela. Les gens vont vous dire que c'est une idéologie entre guillemets, genre partie de la Torah, quoi. C'est pas marché dans ça. Oui, mais l'idéologie, elle reste tronquée. C'est un parti politique. Non. C'est ça la difficulté. C'est un parti politique entre guillemets qui a des bases de Torah, genre comment on fait, genre? Ben, c'est ça. Alors, ils disent qu'ils ont des bases de Torah, alors comment on fait? Comme tu as dit, qui disent, à partir du moment où c'est un parti politique, tu comprends qu'on a déjà affaire à une réalité qui va à contre-courant avec l'essence même de la Torah. Maintenant, on est obligé, pour, encore une fois, mener des missions, nous ne sommes pas en train de parler de la séparation factice, du coup, dans le monde chrétien, bien évidemment, entre ce qu'il est coutume d'appeler la religion et l'État. Évidemment, ça n'a pas lieu d'être votre conception. Mais il est indubitable que tu n'es pas en train de faire adhérer la Torah à une partie. Je vais te dire ça autrement, qui me fait beaucoup rire, et qui va tout à fait, je pense, dans le sens de ce qu'on est en train de dire maintenant. Dans les soldats qui enseignent pour la conversion, il y en a un qui m'a dit une phrase cette semaine qui m'a beaucoup amusé, et que j'ai formulée de la manière suivante. Il a le sentiment de temps en temps que je suis d'extrême droite, et puis de temps en temps, il a le sentiment que je suis de gauche. Dans mon rapport universel, dans mon rapport à la réparation de l'humanité, etc. Et je lui dis, c'est exactement cela le judaïsme. Parfait. C'est cette ambivalence-là qui est très difficile à saisir. Mais si, encore une fois, nous ne prenons qu'une facette du judaïsme, une facette de la Torah, étant donné que cette Torah est devenue
comme je répète, une idéologie politique au sens méprisable du terme, alors elle n'est pas, encore une fois, elle ne va pas accomplir la mission qui est la nôtre. Ouais. Et comment, entre guillemets, enfin, je pense que la réponse à l'univers, mais genre, comment, entre guillemets, genre, réparer ça, vu que maintenant c'est, entre guillemets, bien ancré, genre, dans la société, quoi. D'abord, je pense bien évidemment qu'il y a lieu d'être. D'ancrer quoi? D'ancrer cette ambivalence-là et cette difficulté à entendre cette ambivalence. C'est le rapport dans Rotatria, sur le fait qu'effectivement, nous avons un triangle qui doit réunir l'unité nationale, l'unité spirituelle et l'unité universelle. Et comme on était en exil pendant 2000 ans, donc on a privilégié, bien évidemment, au détriment de la dimension nationale, de transformer le judaïsme en religion et de lui appliquer uniquement une dimension dite spirituelle, voire universelle. Quand on revient Mhm. en Israël, on récupère, on retrouve notre dimension nationale. Mais comme malheureusement, ce n'est pas motivé par la Torah d'un côté, ce n'est pas motivé par l'universel humain de l'autre côté, elle peut nous amener, encore une fois, à des problèmes. Ouais, c'est-à-dire, faut, entre guillemets, genre, changer toute la société, quoi. Exactement. Et il était bien évident que concrètement, quand un soldat il part à Gaza, c'est au nom de cet amour universel du bien et de l'humanité qu'il va massacrer celui qui veut porter préjudice à Israël. Tu me connais Ouais. suffisamment pour savoir qu'évidemment, ce n'est pas deux poids, deux mesures dans cette réalité-là. C'est clair comme de l'eau de roche. Mhm. Ok, D'accord? ok. Mhm. עכשיו, כי אם צריכים, justement, שיהיו תוצאה, הנה, toute la Torah qu'on étudie, elle doit être le résultant chez l'archava de Yediya, mais fait être kol el kol העניינים המתייחסים לו. En fait, de manière générale, quand tu vas prendre, l'image qui est bien connue de nos maîtres, c'est un diamant. D'accord? Tu prends un diamant, tu es en train de le scruter et de l'observer de tous les côtés. Mhm. Si tu n'observes qu'une facette du diamant, tu as loupé que c'est réellement ce diamant. D'accord? Logique. Je répète, il y a malheureusement des gens, évidemment, de part et d'autre, qui sont très problématiques et qui n'envisagent pas la, la parole essentielle de la Torah, ce qui est un problème en soi. Parfois, c'est Mhm. pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire qu'ils ont tellement été habitués à des gens qui ne comprenaient pas la grandeur et la richesse de la Torah, qu'ils sont arrivés à dénigrer et à déprécier la Torah. D'autres, parce qu'effectivement, on n'est pas capable d'entendre le propos qu'ils tiennent. Hein. Entre Ok. parenthèses, ce qui s'est passé depuis déjà un certain nombre d'années, c'est qu'on a tellement laisser entendre des propos vilipendés, des propos injurieux à l'égard du monde religieux, si je puis dire, que tout ce Mhm. qui relevait du monde religieux, des valeurs qui étaient prônées par la Torah, ont été totalement dépréciées et dénigrées. Mhm. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, parce qu'il y a une prise de conscience malgré tout, face à un certain nombre de gens qui ignorent totalement les valeurs essentielles de la Torah, qu'ils se doivent d'exiger pour la constitution, encore une fois, essentielle de notre identité juive. Mais comme on a ciblé ce rapport à la Torah uniquement selon un prisme dit spirituel, on en a presque oublié que ce n'est pas le seul. Mhm. Alken, en tikva, בתוצאות טובות של חידושי עיונים, כי אם שקדמה ידיעה כוללת בכל העניין וכל הדברים השייכים לו. En fait, ce que dit ici le Rav, c'est le fameux verset dans les Teilim, Torah Tmima et Shivat Nafesh. Quand est-ce que la Torah rassasie, euh, euh, une fois, convient euh, et, est agréable, si je puis dire, aux yeux du cœur de l'homme totalement, quand elle est complète. On ne peut pas être parfait en tout, on ne peut pas être complet en tout. Il est évident qu'on a une inclinaison personnelle particulière, mais Mhm. il est clair qu'elle s'engage, encore une fois, dans beaucoup d'autres choses. Et donc, il ne peut pas y avoir de bons résultats. Il ne peut pas y avoir de paroles, je dirais, géniales et productrices de cette étude de la Torah si elle ne se focalise que sur un axe
encore une fois, de la réalité. Ouais. Ah, je suis d'accord. Enfin, je vois ce que vous voulez dire, dans le sens où il y a 12 tribus, quoi. Tu peux pas demander à une personne d'être 12, Non, quoi. tu as très bien raison, c'est exactement la problématique. Justement, il y a 12 tribus, ça veut dire que chacune des tribus apporte sa pierre à l'édifice. Et en aucun cas, tu pourrais remplacer cette tribu par une autre tribu. Mais ça veut dire aussi, encore une fois, nous ne sommes pas dans un cadre tribal pour le moment, mais ça veut dire aussi que quand tu as un certain nombre de juifs qui sont méprisés parce qu'ils sont habillés en noir et blanc, et que tu découvres en réalité que bon nombre d'entre eux ont un amour véritable pour la Torah, un don de soi pour la Torah, Mhm. il nous importe de mettre ça en avant. Bon. Tu vois. Mais en Mhm. parallèle, il y a certainement, sans aucun doute, un manque de discernement à comprendre, encore une fois, l'amour indiscutable que nous devons avoir à l'égard de l'État et à l'égard de nos soldats, etc., etc., qui eux aussi ont une valeur, encore une fois, essentielle pour le peuple juif, pour la Torah d'Israël. Je prends cet exemple-là comme le plus exemple sociétal très important. Mhm. והנה, הדבר מגיע בייחוד על דבר ההתנגדות לדעות וביקורת. Puis encore une fois, comme malheureusement tellement attaché à un ordre de valeur, à une manière d'aborder les choses, donc il nous est très difficile d'entendre d'autres idées, d'autres conceptions, d'autres critiques. Pas des critiques sur la conception. Pas si on revenait comme postulat de départ, qui me paraît insensé, mais comme postulat de départ qu'on ne peut pas se tromper. Mais il y a quelque chose de profondément orgueilleux là-dedans. שרק אז תהיה מועלת להגדיל תורה ולהדירה להרבות חוכמה ולפארה. En réalité, pour permettre à la Torah d'être encore plus grande, il est indispensable eh bien, d'opérer la possibilité de l'antithèse avec ce que tu dis. Et l'envisager, ce n'est pas pour dire, qu'on dirait, ce n'est pas pour me tirer une balle dans le pied, c'est pour envisager pourquoi est-ce que telle conception arrive sur un point différent, sur un angle différent. C'est thèse, antithèse, thèse, antithèse, synthèse, quoi. C'est ça, Mhm. exactement. Ce qu'on retrouve dans le modèle occidental, évidemment, de la dissertation. Rak shetetze al pi yedia shlema, mais là, justement, ce n'est pas uniquement pour opérer la contradiction éventuelle, mais au contraire pour ratifier encore plus la parole de Torah que tu tiens. D'accord. C'est tellement plus facile, comme on le sait, aux yeux de certains qui n'ont malheureusement pas étudié ou qui n'étudient pas, de passer leur temps à dire oui, non, il y a plein d'interprétations. Mhm. Et en réalité, tu découvres que quand les gens te disent il y a plein d'interprétations, ils sont incapables de te livrer une seule interprétation qui est justifiable pour contredire ce que tu dis. Parce que c'est par manque d'études. Je m'efforce, C'est facile de dire ça, quoi. Il n'y a pas d'interprétation. Tout le mais monde a raison. c'est la réalité. Je m'efforce, encore une fois, dans les différentes études que je fais, d'essayer de rapporter différents maîtres, différentes Mhm. époques, différentes cultures, différentes origines. Il est indubitable que c'est parce que l'État d'Israël n'est pas encore arrivé à l'idéal que nous aspirons que cela suscite des controverses. Mais pourtant, la Torah dit elle-même, justement, la valeur, la vocation du peuple en tant que peuple. C'est-à-dire que l'implication dans la défense du peuple, l'implication dans la participation active de la destinée du peuple juif. On ne pourrait pas émettre l'idée, c'est comme j'ai entendu, puisqu'on s'approche du mois de Iyar, c'est comme j'ai entendu, quand tu entends une remarque, il y a 100 ans, la majorité des communautés juives n'étaient pas sionistes. D'abord, c'est un leurre, mais surtout, ça serait vrai, dit par un chercheur au CNRS ou ce que tu veux qui ne serait pas juif, mais c'est quelque chose qui est absurde en soi, pour la raison suivante, comme je le répète,
Ça serait vrai, soit, mais sur le fond, il y a une problématique et dramatique, c'est que toutes les communautés juives, sans exception, comme j'ai coutume de le rappeler, disent l'an prochain à Jérusalem tous les ans. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie constante et contre-productive avec l'essence même de ce que nous prônons dans la Torah elle-même. D'accord? C'est ce qui est très concis, mais qui est très simple. Et genre, les gens qui voudront vous contredire, ils diront genre que l'an prochain à Jérusalem, oui, mais genre, en mode, ça va, pas l'an prochain à Jérusalem avec, ça s'appelle, avec Avec des la gens qui sont à marche notre qui est tête, genre qui sont pas religieux, et patati et patata. c'est ça. D'accord. Tu as tout à fait raison. Sauf que pendant 2000 ans, on n'a pas dit l'an prochain à Jérusalem avec telle condition. On a dit l'an prochain à Jérusalem, point. On n'a pas non plus dit l'an prochain à Jérusalem ouest ou Jérusalem est. Mhm. C'est ça. C'est tout ça qu'encore une fois, ça incombe. Parce que malheureusement, il est très difficile de se libérer des idées dans lesquelles nous nous sommes, si je puis dire, attachés, voire endormis. Mhm. Bon. Donc c'est ça. Donc quand justement ça va sortir, cette Torah, cette parole, et après cette écoute, dans enraciner, engager dans, encore une fois, la profondeur de tout ce que ça peut englober, selon, encore une fois, l'avis de tous les plus grands, entre guillemets, spécialistes du domaine, du sujet, alors là, ça peut découler sur quelque chose d'extraordinaire. Mais encore une fois, le problème que tu retrouves dans plein de disciplines, tu vas voir un médecin qui va te prescrire quelque chose qui est, que Dieu préserve, qui est vital. Tu ne vas pas te contenter d'aller voir un médecin. Tu vas aller voir un autre médecin pour avoir deux avis, pour avoir une idée, qui lui aussi est spécialiste. Dans le Mhm. domaine économique, quand tu veux faire une mashkanta à la banque, tu ne vas pas aller voir qu'une banque. Tu vas réfléchir sur les avantages et les inconvénients de telle ou telle banque, encore une fois, selon ce qui va découler sur quelque chose de plus optimal pour toi. Mhm. Bon, ben c'est pareil, avec une petite nuance, bien évidemment, c'est que notre objectif, c'est d'accéder à la parole authentique de la Torah. Donc, évidemment, tu as un seul rave auquel tu te fies, mais il y a une nécessité d'être en mesure d'écouter énorme et d'écouter vraiment énormément de rabbinim, ne serait-ce que par l'étude, pour justement saisir la complexité. Et pourquoi on arrivait à ça? On arrivait à ça. Par exemple, Rabbi Nachman, quand il va dire, il va mettre il va être critique à l'égard de ceux qui utilisent l'esprit, alors beaucoup ont compris de cela que Rabbi Nachman était contre l'utilisation de l'intellect, donc contre le Rambam. Mais en fait, il s'est avéré, s'il y avait un doute sur le sujet, que Rabbi Nachman n'est absolument pas contradictoire avec le Rambam. Il y a peut-être des notions où ils sont en controverse, mais sur l'essence même, le Rambam comme Rabbi Nachman, en aucun cas, ont mis l'intellect sur un piédestal au niveau absolu qui empêcherait le réel rapport authentique à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Mais si tu transformes le Rambam en professeur Maïmonide, alors évidemment, tu arrives aux plus grandes idioties possibles et inimaginables. Alken, c'est-à-dire qu'il y a un mitragel, lisbol, ishmoa, arbe. C'est raison comme expression que le Rav utilise, de s'habituer à souffrir, à entendre d'autres idées. Tout cela avec un seul but, les aussi yedia. Mais bli aussi baiser, adain dato bashkafotav. C'est pas la peine, encore une fois, d'ajouter pour le moment sa conception, sa manière de concevoir, d'aborder les choses, mais juste d'entendre. Il m'importe d'entendre autrui. Un des grands, en parenthèse, une des grandes prouesses que j'ai énormément appréciées du temps où j'étais à l'armée, où j'étais en Milouim, et c'était des discussions extraordinaires Mhm. avec tout le peuple juif.
Ce qui, personnellement, m'interpelle à chaque fois. Et on n'a pas le temps. Quand tu es en état civil, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le loisir de faire cela. Asher, אם גם יתנגדו לאיזה פרטים וסעיפים, אל יצא לריב מהר. Tu as une opposition vis-à-vis d'une idée, d'une conception que tu as étudiée. Écoute, entends. Comment est-il arrivé à cette démonstration-là? C'est difficile, hein? Mais c'est une vraie réflexion. Et c'est une réflexion qui est nécessaire, qui peut fructifier ta manière d'aborder les choses. C'est marqué, Mercham, Shalom Ekula. Je peux te dire, j'ai eu il y a quelque temps de cela une discussion sur le fait de est-ce qu'il est judicieux, selon la Torah, de libérer ou non des otages. Il y avait on connaît toute une discussion qui est très dans la Gemara, et quelqu'un me dit oui, elle a entendu de ses maîtres que oui, on peut libérer les otages. Je fais ok, je n'ai pas entendu la Torah sous cet angle-là, mais dis-moi sur quoi elle se base, cette personne, pour dire ça. Ça m'intéresse. Finalement, la discussion, elle s'est arrêtée nette, parce que la personne en question, elle n'est pas réellement intéressée à connaître les origines et les sources de ce qui l'a amené à penser comme cela, parce que c'est profondément émotionnel de sa part, et donc elle n'est pas en mesure de discuter concrètement et réellement du sujet donné. Dans ce cas-là, on ne parle pas de Torah. Et c'est malheureusement, c'est une réalité. Ça s'est arrêté à cause de ça. En fait, ce qui m'importe, ce n'est pas de savoir si telle personne, eh bien, ce qu'elle dit, ça la blesse ou non. Ce qui importe, c'est que c'est en rapport avec la vérité du projet divin tel qu'elle a entendu de ses maîtres. D'accord? J'avoue, je dois reconnaître que dans la Torah que j'ai étudiée, j'ai eu une discussion une fois avec un juif, comme on dit, lituanien, et que je lui ai cité le Rav Kook, et il me dit non, mais il y a d'autres avis que le Rav Kook. Et j'avoue que, honnêtement, je n'ai pas toujours la possibilité d'accepter assez facilement que le Rav Kook n'a pas raison à 300%. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est le Rav Kook que je suis chassid. C'est aussi parce que les maîtres que j'ai étudiés autour du Rav Kook, pour faire arriver le Rav Kook à cette conclusion-là, sont d'une limpidité, sont d'une clarté à mes yeux exemplaire. Mais encore une fois, je comprends que ce soit, c'est pas toujours évident. Mais en tous les cas, on est en mesure d'entendre. Mon fils qui me dit une phrase une fois qui m'a beaucoup plu. Une des raisons pour laquelle, eh bien, pourquoi je peux parler avec des gens qui sont parfois au niveau toranique l'opposé de ce que je suis, quand il y a une sincérité, c'est parce qu'ils ont un amour profond de la Torah. Mon fils m'a dit ça une fois. Et j'ai trouvé ça très judicieux et très touchant de sa part de me dire cela. Ça veut dire que quand on est deux personnes, quelle que soit l'avis que tu as, justement, il n'est pas mixé à un avis politique, à une idéologie, à un dogme, mais qu'on a un amour réel de la Torah, alors à ce moment-là, et un amour authentique et vrai, et qui évidemment se ratifie par une pensée, par une parole, par une mitzvah, eh bien, tu peux parler et tu peux argumenter, tu peux œuvrer énormément. Dans le cas inverse, même quelqu'un qui serait d'accord avec toi idéologiquement parlant, eh ben, tu auras un problème. Non, c'est exactement ça. Parce que ce que nous dit clairement le Rav, justement, c'est que, je reprends, Has, donc tais-toi, shtok, ve'alzen, écoute, tends l'oreille, ve'red les sauf da'at ha'inyanim, ve'chakor, ve'chol chelkeem. Écoute, développe, écoute la démonstration. Encore une fois, il y a une sincérité, il y a une authenticité des sources, et on essaie de discuter avec ce qu'on a devant les yeux. Ve'alt, quand tu vas comprendre encore une fois avec le prisme complet, c'est pas toujours évident, mais c'est notre objectif. Tu vas sortir héroïque selon le prisme, encore une fois,
de la guerre autour de la Torah, pour la Torah, en faveur de la Torah, parce que tu es en mesure d'entendre l'autre. Regarde, justement, parce qu'on rentre dans le mois de Iyar et toutes les discussions autour de l'armée. Moi, quand on rentre dans ces discussions-là, je dis clairement qu'il est indubitable qu'il y a une mise à l'armée. Mais il ne faut pas non plus voiler la face. D'accord? On sait pertinemment que la réalité à l'armée, et pas que à l'armée, elle n'est pas toujours en mesure de donner une réponse satisfaisante aux exigences, aux besoins de la Torah. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, par exemple, qu'il y avait une plainte qui a été déposée contre certains juifs qui voulaient apporter un agneau sur le mont du Temple pour Pessah, en prétextant que c'était peut-être Tsar Baal Chaim, toutes les problématiques de cruauté à l'égard des animaux. Et ben, le palais de justice de Jérusalem, pas le Bagatz, le palais de justice de Jérusalem a débouté la plainte. Pourquoi? Ce qui est très honorable. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de raison de ne pas honorer la volonté de ces jeunes juifs à apporter un sacrifice sur le mont du Temple. Encore une fois, ce n'était pas encore praticable, mais je trouve ça quand même assez fascinant qu'il y a une droiture et une reconnaissance. C'est toute la cohérence de ce qu'on est en train de parler. Tu utilises toute la droiture de la même manière, comme j'ai l'habitude de le dire, dans ce même sujet. Si on considère qu'on n'a pas d'aspiration à reconstruire le Beth Amikdash, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On prend les 3 prières qu'on fait tous les jours, on les jette à la poubelle. C'est tout. Surtout qu'ils sont à la place des sacrifices, quoi. Donc, c'est ça, il y a toute une dimension aussi qui viennent remplir le rôle de la tfila en tant que tel et le rôle des sacrifices en plus. Donc, vraiment, En tous les cas, parce que le Ramchal met bien en évidence qu'en fait, la tfila et le korban ont deux rôles bien distincts. Mais quand on n'a plus le korban, la tfila, elle prend le rôle aussi du korban. Achab, autant du Beth Amikdash, il priait quand même, genre aussi? Okay. Ah, ok. Moi, la tfila, elle a une autre dimension. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, on sait déjà qu'on avait des synagogues dans le Golan, par exemple. Donc, il y a déjà des synagogues, Gamla, il y a des synagogues. Mais même avant cela, il y a cette idée de se tourner vers Akash Baruch. Mais quand il y a le Beth Amikdash, elle prend une autre dimension. C'est quoi, c'est secondaire ou c'est juste une autre dimension? Non, mais tu n'as pas forcément besoin de minyan. Tu es élevé naturellement. Quand tu es dans l'obscurité, tu prends une bougie. D'accord? Mais quand tu as le soleil qui est au zénith, la luminosité, elle prend une autre dimension. Ah ouais. Ok, je comprends. Achab, katata jevor et ashir irelecha l'histor velaros. Donc, encore une fois, essaye de briser, encore une fois, d'enlever tout ce qui te permet, tout ce qui te semble contraire et que tu aurais tendance à vouloir détruire. Aval altier maïr la haros. Mais ne t'empresse pas de détruire avec autant de facilité. D'accord? Parfois, tu as des us et des coutumes qu'ont pris nos maîtres qui ont un sens. Comme enseigné mes maîtres notamment, si par exemple, on prenait la décision désormais qu'à Pessah, il n'y a plus de problématique de férumineuses, de légumineuses, de kitniot, ça pourrait avoir des implications dramatiques sur le peuple. Quel écart? Mais oui, parce qu'encore une fois, tu as des gens pour qui Pessah, c'est d'abord et avant tout la question des légumineuses. Entre guillemets, genre, je mets entre guillemets, genre, si les gens ils s'accrochent à des choses qui sont pas à la phrase, c'est leur problème. Bienvenue. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est plus, genre, entre guillemets, on voit plus ça vraiment dans Pessar. Genre, Pessar, c'est vraiment C'est genre. un exemple. Je Mais parlais avec quelqu'un, genre, ses parents, ils mangent pas tu as des gens. Pardon, c'est rare. Non, j'ai parlé avec quelqu'un, genre, raciste, genre, ses parents, ils mangent pas des tomates et des concombres parce qu'il y a des graines dedans. Bon, c'est ça le problème aussi, bien évidemment, ce que ça implique derrière. Il est Ah, évident qu'il faut avancer. Il est évident qu'il faut avancer, essayer de se libérer d'un certain nombre de choses qu'on avait pris l'habitude de faire qui n'étaient pas forcément exactes. Mais d'un côté, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas une mitzvah de repeindre toute la maison avant Pessah.
D'abord, on n'en a plus forcément le temps techniquement parlant, mais à côté de cela, je ne serai pas méprisant à l'égard de celui pour qui c'est très important de repeindre sa maison avant Pessah, parce que Non, pour bah lui, non. c'est ça Pessah. Il n'y a aucun problème que chacun il fasse ce qu'il veut, genre, mais dans le sens où, genre, c'est quoi, Et quoi. si Chacun il tu fait ce qu'il veut, quoi. décides, si tu lui dis justement qu'en réalité, il n'y a pas d'halakha, ce qui est juste, qu'il n'y a pas d'halakha de repeindre la maison avant Pessah, eh ben, de là à aller acheter des pâtes pendant Pessah, on n'est pas loin. Aussi extrême ça puisse paraître. C'est une frontière très mince. On a créé une réalité où d'un côté, comme parfois certains sont tellement boitilleux, par exemple, sur le ménage de Pessah, que la personne qui travaille toute la semaine, elle n'en peut plus, elle ferme la porte de la maison, elle vend sa maison, elle va passer Pessah à l'hôtel. C'est un problème. D'un autre côté, c'est encore une fois, une nuance pédagogique qu'il faut bien comprendre. Encore une fois, on répète, ne t'empresse pas automatiquement de détruire et de critiquer ce qui n'est pas suffisamment à la hauteur à tes yeux. Parce que parfois, c'est ce qui permet aux gens de conserver une certaine dimension, bien évidemment, encore une fois, de servir la Torah. Je suis d'accord avec toi que c'est une frontière très mince entre rester en arrière ou avancer en avant. Ouais, ouais. C'est une frontière très mince. T'accroches à des choses qui sont même pas explicitement, genre, dites par la Torah, bon, c'est sympa, quoi. Non, tu as raison. Mais encore une fois, je te répète, c'est ça qu'il faut absolument essayer de bousculer un peu. C'est des gens qui veulent se rattacher, encore une fois, à une conception exilique de 2000 ans et qui ne sont pas prêts à s'en libérer. D'un côté, je te répète, quelqu'un qui a été en prison pendant 2000 ans, eh bien, il sort à peine de prison, il peut courir à sa perte. Ah oui, oui, J'ai un exemple pédagogique très concret. Souvent, les gens aiment dire que l'éducation à la française est extraordinaire et que l'éducation israélienne, elle est catastrophique. Bon, on est bien revenu de cela, de ce genre d'ineptie. Mais en oui. réalité, un gosse, un adolescent qui est dans une structure française, commence à 8 heures, finit à 5-6 heures l'école. Il est encadré. Il arrive à la maison, c'est 6 heures, machin, c'est fini, la journée se termine. Quand il arrive en Israël, il commence à 8 heures, Nagui, 8-9 heures, et il finit à 2 heures de l'après-midi. Et là, comme dirait l'expression, il part en vrille. C'est-à-dire qu'il part en roue libre, comme dit l'expression. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'a pas été habitué à cette ère de liberté. Et donc, le réel succès de l'éducation, c'est pas d'avoir seulement été encadré de 8 à 5 heures. Le réel succès à mes yeux de l'éducation, c'est quand justement tu es libéré à 2 heures, qu'est-ce que tu fais à 2 heures de l'après-midi? Mhm. Comme rappelle le Maharal, quand l'homme est rattaché à Adama, où la terre elle est de toute façon fertile, mais où la terre elle va produire des fruits agréables, où elle va produire des ronces. Mhm. Et bien l'homme c'est pareil. Seulement, comme on n'est pas une faculté du judaïsme mais un peuple, alors on comprend la difficulté. Certains admorim, certains rabbinim dans le monde haredi sont très inquiets de l'avenir de leur communauté parce qu'ils voient que certains membres de la communauté, voire jeunes membres de la communauté, sont en train de péricliter. Et donc, parfois, les conserver dans une communauté qui se veut hermétique, bien que ce soit impossible à l'égard de l'extérieur, ça leur donne le sentiment qu'ils sont protégés. Et ça marche de moins en moins. C'est clair, c'est pas différent. Ah, c'est bien Exactement. en équipe, quoi, mais c'est pas. Exactement. Mais n'oublie pas qu'aux yeux d'un certain nombre de communautés, on est encore Oui. en exil. Tu vois la cohérence, encore une fois, du propos. Et c'est ça. אבל תהיה מהיר, אבל אל תהיה מהיר להרס ולבקר, ואתה אינך עדיין בקיא גדול ומומחה בעניינים אלו. Ne t'empresse pas de détruire si toi-même tu n'as pas étudié le sujet en Mhm. profondeur. כי מזה תצאנה תקלות רבות, עיוניות ומוסריות. Des problématiques morales, de manque de discernement. Là encore, j'ai un exemple très concret. Je me rappelle de cela il y a 20 ans. Un jeune homme a demandé à la yeshiva à l'époque que ses parents voulaient aller passer les vacances à Eilat
en été. Et il me demande est-ce qu'il peut y aller, est-ce que je pense qu'il peut y aller ou non. Et je lui dis, mais c'est quoi le problème? C'est Eretz Israël, tu vas à Eilat. Ce que j'ignorais évidemment à ce moment-là, c'est qu'en été, il ne faut pas aller à Eilat quand tu es à Ben Torah. D'accord. Donc je m'en suis voulu après, évidemment. Faut pas aller sur toutes les villes de la côte, hein, pour être Pardon? honnête, hein. Faut aller sur toutes les villes de côte, quoi, côte chère, hein. C'est ça? Exactement. Il y a un problème. Tu vas à Hanouka à Eilat. Ouais. Tu vas pas à Ben Azmanim à Eilat. Mais quand tu ne connais pas la problématique qui est posée, la problématique, malheureusement, et encore une fois, on aura beau t'expliquer que l'hôtel, il est caché les mahadrines, mais quand tu comprends que la salle à manger, elle donne sur la piscine, et donc que ta Marguerite qui a passé en maillot de bain pendant que tu prends ton petit déjeuner, il y a quand même un problème. Mhm. D'accord. Donc ça impose de bien connaître vraiment le sujet, comme on dit, sous toutes ses coutures. V. Et Aed Alze, qui a alors Gam Bichlal Sidre Alimoudim, donc encore une fois, là aussi, ce que tu étudies, Gam Ken Ayediya Amekafet Vekolelet Chaliot, Kodemet Leyonim Mechudashim. Là encore, quand tu veux parler, surtout à notre génération, de la compréhension des valeurs prônées par la Torah, il faut aussi entendre comment elles sont abordées à notre génération. Un autre exemple que j'ai en tête qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on est en train d'évoquer maintenant, la problématique de l'ordinateur. Il y a une époque où j'étais très féru des bienfaits que prodiguait Internet, alors que des grands maîtres, eh bien, s'exprimaient totalement contre Internet. Avec le recul, est-ce qu'ils ont raison? Je pense que d'une certaine manière, ils ont certainement raison. On ne peut pas d'un côté vivre comme il y a 300 ans. On est obligé d'utiliser l'Internet et le téléphone portable comme étant des ustensiles essentiels. Mhm. Mais on voit bien aussi des dangers qui nous guettent et qui sont, et encore une fois, quoi que tu fasses, il y a des dangers. Seulement, il y a des Mhm. dangers qui sont contrôlables. Mhm. Et il y a des dangers qui sont plus délicats à contrôler, qui te rendent dépendant, qui te rendent Mhm. drogué de telle ou telle réalité. Donc, c'est un problème. Tu ne peux pas ignorer le monde moderne, mais tu ne peux pas courir, comme on dit, droit devant sur tout ce qui s'approche du progrès et de la modernité. La prouesse technologique, la modernité n'est pas forcément le progrès, n'est pas forcément synonyme de bien. Donc, on va étudier Ilmod Adam Torah, d'abord on étudie la Torah et après on réfléchit, après on avance. C'est très intéressant parce que ça ramène à chaque fois à la problématique du Adam Arishon qui a mangé, comme on dit, Etz Adat avant de Mhm. manger Etz Achaim. En fait, pour être quelqu'un de cohérent comme il faut d'abord manger Etz Achaim, donc c'est-à-dire la Torah, Etz Chaim Atem Mhm. Arzekimba, le fruit de la Torah, et à partir de cela, eh bien, tu construis justement la vie sociale, la vie politique, la vie économique, etc., etc. Mhm. ומה נאמר עוד ביחד הקטיטה והריצה, justement ce qui est destructible, אלא על ידי זין והתנגדות הביקורת. Tu veux mener une guerre de Torah, mais tu n'as pas les ustensiles, tu n'as pas les armes pour. שראויה לצאת רק אחרי ידיעה עמוקה והברורה. Encore une fois, ne pars pas en guerre, quelle que soit la dimension de la guerre, tant que tu n'as pas bien filtré, éclairci, étudié, approfondi. Et comment tu peux avoir cette prétention à étudier? Le Rav te dit clairement, la seule possibilité, c'est l'effort que tu vas y mener. C'est l'effort que tu vas apporter dans ce rapport à l'étude. À chaque fois que je rencontre nos compatriotes israéliens et qui m'expriment le fait que c'est très difficile d'étudier la Torah, eh bien, je passe mon temps à leur répéter, faut arrêter de dire que c'est dur. Est-ce que c'est dur? Oui. Est-ce que c'est impossible? Non.
J'en suis la preuve. Mhm. Tu vois? Ouais, Le fait que je ne puisse pas parler un seul mot d'hébreu il y a 30 ans et que aujourd'hui je m'efforce, encore une fois, de continuer à étudier et à œuvrer dans cette étude, ça veut dire que c'est d'autant plus évident pour un jeune Israélien qui a grandi en Israël et qui parle l'hébreu couramment, regarde, ouais. a priori. Bon, après, certains, sans vouloir m'évoquer l'idée que c'est bien gentil, mais peut-être que j'ai aussi, Baruch Hashem, un esprit suffisamment têtu et peut-être important qui permet de. C'est-à-dire, sans faire preuve de prétention aucune. Il est évident qu'on Mhm. n'a pas forcément tous les mêmes talents intellectuels, mais ça n'empêche pas qu'on a le devoir d'étudier. Et surtout, comme dirait la bonne expression, surtout de ne pas lâcher l'affaire. C'est clair. Mais si on est à l'inverse, en train de dire, j'ai le sentiment que je pense que, très bien, tu as étudié quoi? Il y a une anecdote que j'ai souvent racontée, c'est qu'une personne m'avait dit une fois dans un cours, il y a des années, qui n'en est plus à mon cours, qui avait dit il y a des années que le Beth Amikdash, selon elle, va sortir de terre directement construit. Je dis, mais qui dit ça? Non, non, mais personne ne le sait, mais moi je le pense comme ça. Mais tu peux penser ce que tu veux, mais je pense moi aussi que les éléphants sont roses et volent au-dessus de ta tête. Au moins les deux. Voilà. Veim temale et atnaï azeh. Donc, justement, avec cet effort, Amal Rad, Barak Besevel Rav, Amel Gadol, tu as fait cet effort, tu t'es défoncé, si je puis dire, pour la Torah. Et encore une fois, c'est vrai pour tout, Bon. mais pour la Torah comme étant l'élan vital essentiel. Veim temale tatnai hazeh, vadai ta vie, gam titatecha beracha laolam. En fait, la guerre que tu vas mener par la suite, eh bien, elle ne va pas être une guerre destructrice, mais une guerre bénéfique et bienfaitrice pour le monde. Parce que ta Torah, elle englobe, encore une fois, différentes positions. C'est pour ça que, de manière générale, les gens, ils ont tendance à oublier que quand un maître, il amène une feuille de source pour un cours, les gens ont tendance à oublier que derrière cela, il y a eu énormément de recherches, plein de livres ouverts pour arriver à conciser et compiler ça dans une feuille. Et tout ce travail de recherche, encore une fois, est essentiel pour saisir la parole d'Akash Baruch Hu à sa juste mesure. Torah, Zebone, Vezesoter, ou Bilvat, Kedai, en fait, de la même manière que dans ton étude, tu n'es pas la même personne à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans et à 50 ans. Et pas C'est vrai. seulement parce que tu as étudié plus d'œuvres, plus Ah de ouais. cycles, mais aussi parce qu'il y a toute une évolution. Mhm. Et C'est clair. encore une fois, tu pensais un truc à des années que ce serait la bonne situation, la bonne direction pour exécuter sur le peuple, et puis tu comprends quelques années après, en fait, que d'abord tu peaufines, d'abord tu insistes, et puis surtout, tu as une démonstration encore plus grande. Aux yeux de quelqu'un d'extérieur, bien en fait, il va te dire, mais tu te contredis avec ce que tu as dit il y a 10 ans. C'est pas vrai. Il y a une cohérence, il y a une ligne de conduite de valeurs essentielles, mais la manière dont tu vas aborder tel ou tel sujet, eh bien, évolue. Il se construit aussi avec le temps et avec l'expérience, à la fois intellectuelle et l'expérience de la vie. D'accord? Ça va, quoi. Ah, c'est Mhm. bon, c'est clair? Ah, c'est Top. rapide. Portier. Bon, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te photocopie pour la suite de ta chaîne la prochaine fois et on prend une nouvelle vertu. Attaché. Portier, Ah, Bye, bravo. Lazo. Bravo.